Merci Vincent pour cette conférence intéressante et passionnante. Maintenant, on va passer à la seconde partie qui est table ronde débat avec Armelle Brun et José Lévissès qui maintenant vont pouvoir, avec Vincent également, répondre à vos questions. Et en attendant que certains préparent peut-être des questions, je vais aussi donner la parole à Armelle Brun, qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le domaine de l'éducation, l'intelligence artificielle, des traces de comportement, un petit peu en quoi ça consiste. Est-ce qu'effectivement, on va pouvoir, là il y a beaucoup de jeunes, d'étudiants, est-ce qu'on va pouvoir s'améliorer nous-mêmes grâce à cette intelligence artificielle, des cursus sur mesure, comment on peut voir la chose? Armelle. Si je réponds qu'on va pouvoir mettre tous les profs en retraite, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne réponse. Il se passe énormément de choses à l'heure actuelle en éducation, notamment grâce au numérique. Vincent parlait énormément de données. En fait, à partir du moment où on travaille sur un ordinateur, sur un service Internet, chaque action que l'on fait est évidemment captée par le service pour répondre à l'action que l'on fait. Est-ce qu'on clique sur quelque chose ? Est-ce que l'on imprime ? Et ces informations-là, elles sont stockées. D'un point de vue légal, tout service Internet, tout serveur est obligé de stocker les données d'informations sur ce qui est fait sur les services. Et en éducation, vous, en tant qu'étudiant ou même des élèves de primaire, de collège, vous travaillez énormément sur des services en ligne. Vous allez regarder des cours, vous allez faire des quiz en ligne, vous allez faire des exercices, vous allez regarder donc, des vidéos, donc lire des PDF, vous faites énormément de choses. Et c'est ces informations-là que l'intelligence artificielle collecte et analyse pour comprendre ce que vous faites, qui vous êtes, quelle est votre façon d'apprendre, qu'est-ce que vous semblez avoir compris, où est-ce que vous semblez avoir des difficultés. Et avec toutes ces données-là, va pouvoir vous aider, va pouvoir prendre des décisions, alors pas prendre des décisions à votre place, mais va pouvoir augmenter, Vincent parlait d'intelligence augmentée, va pouvoir vous dire « Ah, attention, il semblerait que cette notion-là, même si l'exercice est correct, tu as mis du temps à répondre et ce n'est pas le seul exercice pour lequel tu as mis du temps alors qu'habituellement tu mets beaucoup moins de temps. Il semblerait que cette notion-là, tu as encore quelques difficultés. Donc je te conseille de relire cette partie de cours, de refaire cet exercice-là. Ou au contraire, ah oui, cette notion-là qui est officiellement dans le programme semble complètement maîtrisée. Je te fais passer cette notion-là et au contraire, je te fais avancer d'un certain niveau sur d'autres éléments. Et voilà, l'intelligence artificielle va permettre d'arriver à une hyper-personnalisation, c'est ce terme-là que tu utilisais, pour aider soit les apprenants, les élèves, les étudiants en difficulté, ou permettre de les motiver, puisque suivre un cursus défini pour tout le monde unique, c'est pas forcément motivant, puisque chacun a sa personnalité, chacun a sa connaissance, chacun a ses difficultés. Donc si on peut le personnaliser, ça va permettre de motiver et d'améliorer l'apprentissage. Et l'intelligence artificielle va aussi permettre d'aider les enseignants. On ne remplace évidemment pas et jamais les enseignants, puisque l'intelligence artificielle va pouvoir faire un rendu aux enseignants en disant « Ah, attention, la classe entière semble avoir des problèmes sur ce travail-là qu'on vous a demandé de faire en ligne, ou au contraire, ça se passe très bien, ou il y a 20%, 50% des élèves qui semblent avoir des problèmes. » Donc l'enseignant va pouvoir de lui-même réagir, proposer un exercice de plus, etc. Tout en respectant évidemment la vie privée des apprenants, puisque en tant qu'élève, vous n'avez absolument pas envie que, travaillant le soir à la maison, en toute discrétion, et justement pas devant l'enseignant, en disant ok, je sens que j'ai des difficultés, mais je veux pas trop le montrer, je travaille par moi-même. Si au final il y a l'IA qui est en train de faire de la délation en disant oh là là, celui-là il a du problème, ça va mal se passer. Donc en respectant la vie privée, donc simplement en ne disant pas c'est tel élève qui a des problèmes, mais il semblerait que 2-3 élèves ont des problèmes, ça vaudrait peut-être le coup de reproposer, de changer de façon de présenter, etc. Donc l'IA va permettre d'aider non seulement les élèves, mais aussi
d'aider les enseignants, surtout si les enseignants, maintenant on a des classes, notamment en primaire, qui explosent en nombre d'apprenants. L'enseignant n'a plus la capacité de comprendre chacun de ses élèves, ni de passer du temps sur chacun. L'IA va permettre de compléter l'intervention de l'enseignant. Donc il y a d'énormes défis liés à l'enseignement sur l'IA. Y a-t-il des questions dans l'assistance ? Bonjour. Voilà, j'ai une petite question justement pour reprendre le domaine de l'éducation. Vous avez parlé au futur. Quand voyez-vous ces arrivées au sein des écoles, des lycées et voire supérieurs? Alors dans quel niveau? Alors, je vais parler personnellement. Nous, dans nos équipes de recherche, on travaille en collaboration avec le rectorat de Nancy-Metz et des premières expérimentations sont faites en collège. Elles sont faites également en maternelle pour l'apprentissage de la maternelle CP, l'apprentissage de la lecture. On a aussi des expérimentations à l'université, donc en fait c'est à tout niveau. Et on fait même des expérimentations dans les formations professionnelles, dans la formation tout au long de la vie. Donc ça suppose en fait que vos élèves soient équipés déjà d'iPad ou de choses comme ça. Voilà, oui. Dans les expérimentations que l'on mène, le rectorat équipe les élèves, équipe des classes, équipe des collèges de dispositifs numériques. Oui. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, d'après ce que je sais, au niveau Lorraine, nous avons quelques lycées pilotes. Oui. Quand sera fait la généralisation, s'il vous plaît? Je ne suis pas du rectorat, je ne peux pas vous répondre. Désolée. Y a-t-il d'autres questions? Alors on va... Oui Là, non, Delphine? Oui. Bon, je vous écoutais sur les progrès apportés par l'intelligence artificielle, ça semble très très intéressant, mais je me demandais dans quel monde on allait. Si à force, ça n'allait pas déshumaniser les personnes. Par exemple, un professeur qui aurait des alcoolites d'intelligence artificielle pourrait gérer, par exemple, 200 élèves, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si on pose tout ça à la société, quelle société? Alors, on est évidemment, mon discours dit qu'on est capable de le faire, mais veut-on le faire? La réponse est évidemment non. On veut conserver la relation enseignant-enseigné, mais en aidant chacune des deux parties principales pour faciliter le processus d'apprentissage, faciliter même Vous m'entendez? Ouais. Oui. Il y a des élèves qui sont très timides, qui n'osent pas poser de questions. Et si le système permet de gérer l'interaction entre l'enseignant et l'élève, c'est bénéfique. Je suis d'accord avec vous, c'est un formidable outil. Mais dans ces temps de difficultés économiques, ça peut être récupéré. Tout peut toujours être récupéré. Vincent parlait de la disparition de métiers au XIXe siècle, et encore maintenant. Ça peut toujours être détourné. C'est le problème du progrès. Mais si on conserve toutes les avancées, l'éducation publique, ça reste l'État qui la gère, avec des pédagogues. Et voilà, si la décision au niveau État est de dire on doit conserver la relation enseignant-enseigné, l'enseignement en présentiel, eh ben, il sera conservé, mais il sera simplement aidé, augmenté, pour faciliter la vie de tout le monde et pour améliorer l'apprentissage. Pour prolonger la réponse à votre question de manière plus large, aujourd'hui, les grands noms, on va dire, de l'informatique, et quand j'ai des grands noms, c'est aussi bien des personnes que des sociétés, c'est-à-dire des gens comme Bill Gates, des gens comme Musk, etc., donc sont en train de réfléchir à une éthique de l'IA. Parce qu'effectivement, l'IA ne pourrait pas être développée à l'avenir, parce qu'aujourd'hui, les puissances de calcul des machines sont bien supérieures à ce qu'est capable de faire un être humain. Donc on sait déjà que très très rapidement, l'IA dépassera en tout les possibilités de raisonnement de l'être humain. Et toutes ces personnes sont en train à la fois d'alerter et de dire il faut mettre une éthique en place, il y a à mettre un certain nombre de choses de manière à ce que l'IA ne condamne pas l'homme comme quelque chose qui serait défectueux au sens de la vie. Alors
Moi j'avais une question pour vous, M. Perrin. À partir de combien de cas on peut considérer que l'intelligence artificielle a appris de manière fiable? Moi j'ai entendu parler de 2 millions, mais... Alors, tout va dépendre du domaine. Et après, tout va dépendre du champ d'application et de l'entreprise. Je vais faire une réponse sur différents plans. Si je veux expliquer à mes enfants qui ont 5 ans, 6 ans et 2 ans, ce qu'est un dinosaure, je lui montre 3 photos de dinosaures, il aura compris ce que c'est qu'un dinosaure. Si je veux faire la même chose avec une intelligence artificielle, je vais lui fournir plusieurs centaines de photos de dinosaures différents pour qu'il soit capable de le faire. Typiquement, dans les grands challenges, et typiquement sur la photo, c'est plus de 700 000 photos de chats qui ont été fournies à l'intelligence artificielle pour qu'elle soit capable de reconnaître toutes les typologies de chats. Et ça, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge sur lequel un certain nombre d'organisations travaillent, dont la mienne, parce que j'ai une grande différence par rapport au... Alors, j'aime pas ce terme, mais ce que les GAFA ont, c'est qu'eux ont pléthore de données que pour un certain nombre d'entre vous, vous entraînez, à la différence de mes clients qui ont plein de données, mais qui ne sont pas des données compréhensibles. C'est-à-dire que si je prenais tout à l'heure l'exemple de la maintenance sur le petit composant électronique, j'ai nulle part des photos qui me disent ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Donc ce qu'on travaille, c'est à entraîner des IA sur des faibles jeux de données. Typiquement, on évoquait tout à l'heure avec Armel, sur la partie agent conversationnel. Globalement, pour que le système soit capable de comprendre une intention sur laquelle vous l'avez entraîné, il faut lui fournir une quinzaine de phrases d'exemple. Donc une quinzaine de digressions qui sont voilà comment les gens pourraient te poser la question. Et bien entendu, derrière, il y a toutes les variations qui pourraient arriver. Et ça, c'est un des vrais travaux. Et on avait la question sur la peur qu'on peut avoir sur les intelligences artificielles. Les grands noms, et dont un des Français qui est le patron de la recherche chez Facebook en intelligence artificielle, il dit qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est globalement aussi intelligent qu'un rat. C'est-à-dire qu'elle est hyper spécialisée sur des domaines, mais de là à avoir cette transversalité qu'a un humain, on en est encore très très loin. Alors effectivement, un certain nombre de personnes pensent qu'en 2050, on aura peut-être le Graal qui est l'intelligence artificielle générale. Il y en a un certain nombre qui se disent oui, mais il y a un certain nombre de montagnes à passer, et globalement, on voit les premières montagnes, mais on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Donc ça va vraiment dépendre des domaines, mais effectivement, il faut leur fournir un jeu de données qui est plus ou moins important suivant ce qu'on a à faire. Mais l'autre point qui est très très important sur ces systèmes-là, c'est que c'est des systèmes qui sont apprenants. Globalement, et j'en discutais ce matin, j'étais avec un DSI d'une banque, c'est que la grande particularité des systèmes d'images, de chatbot et autres, c'est que les clients n'ont pas de données. Et la donnée, elle est quand ils vont commencer à discuter avec les clients. Et donc ces systèmes ont vocation à apprendre en continu. Je vous parlais du cas d'Orange Bank tout à l'heure. Quand on l'a lancé, le projet, il était capable tout seul de gérer 45% des conversations, sans avoir à escalader vers un agent téléphonique. Donc c'est en novembre 2017. En avril 2018, ils étaient passés à 57% des conversations. Pas en automatique, et je ne crois pas, personnellement, alors après, côté recherche, on a peut-être des choses, mais en tout cas, dans les champs d'application que j'ai vus, on n'est pas sur de l'apprentissage automatique. C'est toujours de l'apprentissage supervisé. Et là, pendant ce temps-là, des gens ont monitoré, analysé ce qui était dit par les clients de la banque, et ont réentraîné la plateforme pour qu'elle soit de plus en plus intelligente. Et c'est ça une des particularités, je vous parlais tout à l'heure du shift qu'on a, c'est que c'est des systèmes qui comprennent, mais c'est des systèmes qui apprennent. Ils sont mis en œuvre et ils vont apprendre, ils vont s'adapter, ils vont continuer à apprendre. Donc ça peut commencer par un jeu de données faible, mais celui-ci va augmenter et les taux de confiance vont s'augmenter. Et un des grands indicateurs que mes clients utilisent, c'est quel est le taux de confiance et à partir de quel taux de confiance je laisse le système répondre tout seul. Potentiellement. Et pour certains cas, je ne laisserai jamais le système répondre tout seul, même si j'ai des taux de confiance. Et on n'aura jamais, au grand jamais, un taux de réponse de 100%. L'humain n'a déjà pas un taux de réponse de 100%. Aujourd'hui, dans la conférence que j'ai faite, globalement, vous avez capté 95% de ce que j'ai dit. Et je ne parle pas sur le fond, mais sur la forme, sur la captation du message vocal que j'ai dit.
Aujourd'hui, le taux d'erreur humain, il est de 5,1. Les challenges qu'on a en termes d'IA, on est descendu entre 5,5 et 5,2. Donc l'IA est arrivée plus ou moins. Mais il y a toujours ce 5% d'erreur que l'humain a aussi. Il ne faut pas non plus s'attendre à ce que l'intelligence artificielle soit parfaite. Je pense que ça, c'est un mythe. Ça n'arrivera probablement pas demain. Parce que déjà, l'humain n'est pas parfait. Y a-t-il d'autres questions? Ah, une question. Bonsoir, merci. Donc j'ai une question plutôt liée à la partie mise en œuvre de tout ça. Le vocabulaire qu'on a entendu depuis l'intervention de M. Perrin, c'est des vocabulaires comme intelligence, apprentissage, neurones, des choses que moi j'identifie plutôt naturellement comme des mots clairement liés à l'humain, ou du moins au monde biologique au sens large. Et je me demandais dans quelle mesure les solutions d'apprentissage, etc., elles étaient vraiment bio-inspirées ou complètement aveugles, stochastiques ou autres. Et dans quelle mesure ça peut être satisfaisant d'imiter sans être capable de calquer, si je reprends le terme de Vincent tout à l'heure. Merci. C'est un vrai point intéressant. Typiquement, si on reprend un peu l'histoire de l'aviation, au début on a essayé d'imiter le vol des oiseaux et on s'est aperçu que c'était pas le bon champ. Et je citerai la même personne, la personne de Facebook, qui est Yann Lequin, si vous regardez un peu sur Internet, il a fait des super publications, et c'est lui qui a inventé, dans les années 80, il travaille pour le Bell Labs, il a inventé ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutifs. Typiquement, qui est une architecture d'un réseau de neurones qui est extrêmement performant pour la compréhension des signaux, que ce soit de l'image, du son ou du traitement de texte. Et en fait, il s'est inspiré, et on est vraiment sur de l'inspiration de la manière dont travaille un cerveau. Mais c'est de l'inspiration, on en est très très loin, on a des milliards de neurones. Et alors, c'est pareil, j'aurais pu vous mettre pléthore de slides, mais en termes de consommation énergétique, entre l'humain et la machine, on consomme rien, on est ultra économe, un humain. Donc on est très très loin de ce que est capable de faire le corps humain, mais on essaie de s'en inspirer, et en fait, même les plus grands scientifiques ne comprennent pas fondamentalement encore aujourd'hui pourquoi certains réseaux de neurones et certaines architectures de réseaux de neurones qu'on a mis de manière artificielle sont performantes, et comment elles apprennent. De là, essayer de comprendre comment le cerveau humain apprend avec ses capacités. Et en plus, il y a une particularité dans les réseaux de neurones humains qu'il n'y a pas très peu encore aujourd'hui dans les réseaux de neurones artificiels. C'est une capacité de dynamisme. C'est que on a tout le temps des neurones qui disparaissent, on a des connexions qui disparaissent, qui servent aussi à l'apprentissage. Là où le réseau de neurones, dans ses phases post-apprentissage, a plutôt vocation à être statique. Mais on s'en inspire, et on voit que ça marche de manière extrêmement puissante. Mais peut-être que demain, un grand chercheur va trouver une autre typologie d'apprentissage. Alors, c'est pas une typologie d'apprentissage, pardon. Il va trouver d'autres algorithmes, parce qu'on peut considérer qu'un réseau de neurones est une typologie d'algorithmes spécifiques, qui seront plus efficaces encore. Mais en tout cas, aujourd'hui, à l'état de l'art, c'est extrêmement intéressant pour explorer un jeu de données extrêmement large. Et on n'a rien trouvé de plus efficace aujourd'hui pour le faire. Mais c'est pas le Graal. C'est-à-dire que dans la plupart des solutions d'intelligence artificielle, il n'y a pas qu'un réseau de neurones. Il y a pléthore d'algorithmes qui ont été combinés pour réaliser la tâche. Et globalement, aujourd'hui, mes collègues construisent des solutions d'intelligence artificielle qui utilisent un grand nombre des concepts que j'ai évoqués là. Mais vous n'avez pas juste un réseau de neurones qui va le faire, qui peut être une différence qu'il y a par rapport à un être humain, par exemple. Je ne sais pas si ça répond à la question. D'autres questions? Bon. En attendant, sinon j'ai également une question. Derrière l'intelligence artificielle, il y a de l'électronique, il y a de l'informatique. Comment gérer tous ces flux de données? On a parlé, est-ce que c'est véritablement important d'avoir aussi des data centers, d'avoir des super calculateurs? Est-ce qu'il en faut dans chaque région? Est-ce qu'il en faut, j'allais dire, dans chaque agglomération? Comment faire pour tous ces flux de données? Je ne sais pas pourquoi ça serait moi. Alors, est-ce qu'il en faut? Ce qui est sûr, c'est que plus on aura de volume à traiter, plus on va avoir à mettre des gros câbles, si je peux simplifier les choses, et plus on va vouloir aller vite, et plus la distance va avoir un impact.
Et l'électronique, pour évoquer en tout cas ce qui est notre cas, et de manière générale, pourquoi passer, entre guillemets, de l'informatique à l'électronique, ou en tout cas partiellement, c'est que, pour faire simple, quand vous branchez un frigo, il n'y a pas à mettre un système, installer un logiciel, etc. Vous le branchez et il marche. Vous réglez une température et c'est bon. Sur un ordinateur, vous avez un certain nombre de couches, dont des couches hardware sur lesquelles il y a déjà du logiciel, puis un système d'exploitation lequel il va encore avoir un logiciel, puis des applications, etc. etc. Toutes ces couches-là ralentissent les calculs, ralentissent les traitements de manière générale, et donc deviennent prohibitives à partir d'un certain moment, quoi. Donc, on est amené à ramener un certain nombre de calculs, voire de traitements plus complexes, à les ramener dans un composant qui lui-même est, entre guillemets, un logiciel et d'électronique, mais on est en train de travailler au niveau de l'électron. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se communiquer entre guillemets, en sambasté ou en je ne sais quel autre standard de communication. On est carrément au niveau de l'électron, au niveau de la vitesse de traitement. Et là, il y a une importance. Donc oui, effectivement, l'électronique prendra de plus en plus d'importance à ça. Et les data centers, il va falloir être capable de les alimenter, parce que mettre un data center, mettons ici, imaginons qu'on veut le faire ici à Saint-Dié, ça serait une très bonne idée. La problématique, c'est derrière, il va falloir que EDF suive, il va falloir que tout un tas d'autres systèmes suivent, parce qu'il va consommer beaucoup d'énergie, il va falloir le refroidir, encore dans les Vosges, on n'aura pas trop de problème, mais malgré tout, il va falloir le refroidir, etc. Et tout ça, ça crée des éléments de complication qui font que, au final, il faut trouver d'autres solutions, il faut trouver des simplifications, il faut trouver des raccourcis pour aller plus vite, traiter plus d'informations, etc. Dans l'assistance, y a-t-il des questions? Oui, bonsoir. N'avez-vous pas peur qu'on arrive à un formatage de l'être humain ? Parce que quand on connaît les données d'un être humain, on va pouvoir mieux répondre à ses besoins, mais on va peut-être tuer sa capacité d'adaptation. Capacité d'adaptation qui nous a permis d'arriver où on est aujourd'hui. C'est effectivement un biais des algorithmes qui existent, mais c'est surtout une notion à laquelle énormément de chercheurs et d'entreprises font attention, en disant attention, tout le monde est unique. En voulant spécialiser sur spécialiser, on enferme quelqu'un dans un comportement, dans des conseils, etc. Mais justement, connaissant la variabilité humaine, connaissant la différence entre cette personne qu'on est en train de servir et les autres, utiliser cette différence pour essayer d'ouvrir toujours en permanence la personne à d'autres opinions, à d'autres comportements. Alors en gardant une ligne directrice évidemment qui fait que la personne est satisfaite du service, si je prends d'un service commercial, mais toujours régulièrement en continuant à essayer de l'ouvrir, parce que quelqu'un qui de toute façon on enferme dans un comportement, dans une idée, c'est quelqu'un, si je parle en termes commercial, qu'on va perdre en tant que client, puisque c'est quelqu'un qui va finir par s'ennuyer en disant le service il m'offre rien de génial, il me recommande le 13e tome de je sais pas quel BD, j'ai pas besoin de ce service. Et au contraire, si le service sait que cette personne est un peu différente de tel autre et que tel autre aimait tel aspect, etc., va pouvoir lui recommander et continuer à tirer la personne par rapport à la qualité du service. Donc oui, c'est un risque, mais c'est un risque que personne ne veut prendre puisqu'il y a des conséquences relativement importantes. Et typiquement, si on revient un peu sur la partie marketing, effectivement, l'hyper-personnalisation est un élément important et que tous les clients veulent. Mais il y a aussi toute la partie, et ce que commence à pouvoir fournir l'intelligence artificielle, d'expliquer aux clients pourquoi ils vous recommandent ça. Et ça, c'est un élément intéressant qui est aussi demandé par les clients. C'est de dire, c'est très intéressant d'avoir de l'hyper-personnalisation avec le pourquoi le produit, de me pousser ce produit-là, ce produit-là, ce produit-là. Et on a de plus en plus de nos clients qui nous disent, oui, mais moi, mes clients sont sursaturés d'informations. Donc effectivement, il va falloir spécialiser. Mais en plus, il va falloir leur expliquer pourquoi je pense que ce produit est bon pour eux. Et ça, l'IA commence à amener des réponses à ça. Bonsoir. Moi, j'avais une question concernant justement cette aide à la décision. Est-ce qu'on n'a pas peur justement d'être manipulé par une IA sans s'en rendre compte? Parce que vous avez parlé tout à l'heure,
voilà, un conseiller téléphonique de la banque reçoit une certaine question et du coup l'IA peut proposer aussi des choses qui sont en rapport avec la question. Est-ce que du coup c'est pas une manipulation de l'IA par rapport à notre comportement? Et du coup, pour revenir à la question de tout à l'heure, du coup d'abrutir les gens et de ne pas laisser son libre arbitre faire les choses comme elles devraient être. Ça rejoint la réponse que j'avais commencé à faire, mais vous n'êtes pas sans savoir la nouvelle directive européenne, la RGPD, qui impose au système non seulement d'être transparent, à savoir qu'ils sont obligés d'indiquer exactement la façon dont ils raisonnent pour prendre une décision, pour donner un conseil à un client, par exemple. Donc c'est justement à cause de cette exigence de transparence, ça fait que ça limite les biais. Et de la même façon, je rebondis sur l'explicabilité dont Vincent parlait, à un moment donné, si on explique à quelqu'un pourquoi on lui fait ce conseil, pourquoi on lui fait cette recommandation, ça va éviter d'avoir ces manipulations. Mais de toute façon, vous allez dans un magasin où le vendeur vous recommande telle machine à laver de telle marque, vous n'avez aucune idée de la marge qui se fait sur tel produit, et vous êtes également manipulé, et vous le savez, et voilà. Vous continuez toujours à avoir votre libre arbitre. Pardon. C'est pas l'IA qui amène cette manipulation-là, elle existait déjà. Vous parlez du RGPD, je ne suis pas sûr que les GAFAM aient peur du RGPD. J'ai l'impression que c'est un bouclier, mais pour monter. Alors, moi, on a quelqu'un d'IBM, donc... Oui, mais alors je suis pas le bon parce que je suis pas soumis. Mes clients, ils sont soumis, mais comme ne faisant pas... Alors c'est pas le bon, je connais pas le terme en français. Ne faisant pas de vente directe à des clients, je ne suis pas on n'a pas de solutions qui sont soumises à RGPD. Par contre, les solutions que l'on développe pour nos clients leur permettent de respecter RGPD. Après, il y a un article intéressant, mais un analyste avait fait la même en mai dernier, juste avant la RGPD. En même temps, c'est pas moi qui l'ai voté. Il est plus facile pour Google de s'adapter à RGPD que pour Criteo, qui est une licorne française et qui a forcément moins de moyens. Et typiquement, sur la partie publicitaire, Google est en train de regagner des parts de marché parce qu'ils sont plus facilement adaptés à RGPD. Mais ils sont obligés de s'y soustraire. Et typiquement, j'ai encore fait l'expérience dans le train tout à l'heure. Je lisais les informations. Je suis arrivé sur un site d'information que je ne connaissais pas, qui s'appelle TVA Canada. Et sur la mire d'accueil, il m'a dit, vous venez de France, enfin vous venez d'Europe, vous n'avez donc pas accès à mon site web parce que je ne veux pas suivre les directives RGPD. Donc ils sont obligés de s'y contraindre. Moi, ce que je dis à mes clients sur RGPD, alors surtout quand je faisais beaucoup de marketing, c'est qu'il faut plus le voir comme une opportunité que comme un challenge. Et c'est de dire, à un moment, je vais réfléchir à qu'est-ce que je collecte comme information sur mes clients, et je vais essayer d'amener de l'explicabilité au pourquoi j'ai collecté ça et pourquoi je pense que d'avoir collecté ça, c'est bon pour mieux vous servir. C'est un vrai challenge, mais c'est aussi une opportunité de différenciation qu'un certain nombre d'organisations peuvent avoir par rapport à d'autres. Voilà ma réponse. Mais n'étant pas soumis à RGPD directement. Merci. On va prendre une ou deux dernières questions dans l'Assemblée, et puis nous passerons après à la conclusion. Juste une question que je voulais poser, moi, par rapport entre l'homme et la machine, c'est à savoir, l'homme, je pense qu'il va perdre deux notions essentielles dans tout cela, c'est le doute et l'esprit critique. C'est comme ça que je ressens les choses. Et j'aurais ajouté la conscience de soi-même. Oui, et la conscience de soi-même, parce que science sans conscience, voilà, et la suite. Moi, je vais faire écho à la présentation de l'argumentateur, je ne sais plus exactement quel était le terme développé. C'est pas parce qu'on se fait aider par un système qu'on va forcément perdre son esprit critique ou sa vision d'autre chose. On se fait toujours aider en permanence par d'autres humains. Et ça n'empêche qu'on garde notre sens critique. Et si on a peur de le perdre, eh ben on va se confronter à l'argumentateur présenté par Vincent. Il faut, de toute façon, le système d'IA, il faut toujours être critique par rapport à tout système qui arrive.
On le prend, on l'essaie, on regarde ce qu'il nous apporte, qu'est-ce qui va pouvoir nous limiter, mais on n'est pas obligé de l'utiliser tel quel en disant amen. Et voilà, on reste des humains, on est doté d'une capacité d'analyse et critique. C'est pas le système qui va nous forcer à devenir voilà. Merci. Une dernière Bonsoir. question. J'aurais voulu savoir combien d'entreprises s'occupent d'IA et n'avez-vous pas peur que d'ici quelques années, le plus gros mange tout le monde et impose sa dictature? Alors, on pourrait citer Adam Smith, mais c'est peut-être un peu tard pour citer ça sur la concurrence. Mais globalement, déjà, il faut voir deux typologies d'organisations. Il y a les organisations qui mettent en place de l'IA pour elles-mêmes. Et typiquement, si on reprend... Alors, j'aime pas le terme GAFAM, parce que je pense que Microsoft, d'ailleurs, a quasiment abandonné le B2C, enfin, donc l'interaction avec le client. Donc, je pense que c'est une bonne erreur de les mettre dans le... Et d'ailleurs, Apple n'est pas non plus dans un bon cas, mais les Google, Facebook et Amazon utilisent l'intelligence artificielle pour eux-mêmes. À la différence d'autres organisations, IBM, mais toutes les startups françaises qui foisonnent dans le monde de l'intelligence artificielle, sont plus, elles, des fournisseurs de solutions technologiques pour que leurs clients mettent en place des plateformes d'intelligence artificielle. Et là, je pense qu'il va en rester. Après, qu'il y ait une guerre entre un Google et un Facebook et un Amazon, mais on voit déjà que Facebook commence à péricliter. Je pense que dans les GAFAM, on pourrait beaucoup plus citer les Chinois qui ont un marché beaucoup plus important que le nôtre. Sur ces marchés-là, peut-être qu'effectivement, il va y avoir de la concentration. Sur les marchés des fournisseurs de technologie, il y aura de la concentration parce que la recherche fondamentale qui est derrière, elle est coûteuse, mais il va y en avoir un certain nombre qui vont perdurer. Parce que, de la même manière qu'il y a plusieurs éditeurs de solutions, de CRM, de RP qui existent sur le marché, il va y avoir plusieurs fournisseurs de solutions. Pour les solutions B2C, ça peut être un peu différent. Mais après, je vais dire, c'est aussi une démarche personnelle. Je ne sais pas combien d'entre vous utilisent Quant versus Google, mais c'est aussi une démarche, alors certains pourraient considérer une démarche citoyenne française, mais c'est de dire, voilà, j'ai pas envie d'utiliser que cette solution-là et j'en utilise d'autres qui exploitent peut-être un peu moins mes données. Mais je sors complètement de mes fonctions, puisque là je parle en tant qu'humain, enfin en tant que citoyen et pas en tant que collaborateur d'une organisation. Mais il va en rester, et typiquement moi je vois, pas tous les jours, mais presque sortir de terre des startups qui se lancent avec une bonne idée autour de l'intelligence artificielle, ou une verticalité, en disant on a une intelligence artificielle ultra spécialisée pour ça, et celle-là elle a vocation à rester. Alors elles pourront être rachetées. Il y en a un certain nombre déjà qui se sont fait racheter. Il y a de la consolidation sur tous les marchés. Mais en tout cas, elles explorent et elles ont des valeurs à avoir et à apporter sur le marché. Et heureusement d'ailleurs. Merci. On va passer à la conclusion par une question que je vais vous poser à vous trois. Alors, c'est votre bouteille à la mer. Quel conseil donnez-vous à de jeunes lycéens qui s'apprêtent à faire des études ? Si moi je devais le résumer en un mot, c'est curiosité. C'est, alors que ce soit de l'IA ou n'importe quel domaine, si vous décidez de faire des études en disant je vais apprendre à faire quelque chose, oui, vous saurez faire quelque chose, vous allez pouvoir être employé 6 mois, puis 6 mois plus tard, ça ne sera plus les mêmes technologies, ça ne sera plus les mêmes pratiques, vous saurez toujours faire cette chose-là, mais elle n'intéressera plus personne. Si vous n'êtes pas curieux de savoir pourquoi on vous enseigne ça, pourquoi cette technologie-là, en quoi elle est différente d'une autre, quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients, être curieux de regarder ce qui sort tous les jours, toutes les semaines, ça doit être inhérent à vous, à votre personnalité, et non pas dépendant de vos études, mais vous devez absolument être curieux. Vous parlez d'esprit critique tout à l'heure, vous devez être critique. Et ça, c'est ce qui fera que vous ferez des bonnes études et que vous serez employable, vous saurez changer de métier, vous serez adaptable dans la vie professionnelle. Alors, je vais faire une réponse un tout petit peu moins universitaire et plus pragmatique. Et globalement, je l'ai dit à un de mes apprentis cette semaine. Si vous pouvez avoir une hygiène de vie à avoir, c'est que vous passez chaque jour 1 heure à apprendre quelque chose de nouveau. C'est pour les jeunes la seule bonne chose à avoir en tête. Vous serez dans un monde où vous êtes en apprentissage continu.
C'est fatigant, on en parlait avec Armel dans la voiture tout à l'heure, mais c'est la seule hygiène de vie si vous voulez avoir de l'employabilité sur le marché du travail. Ce que je vous disais tout à l'heure dans mon topo, vous allez commencer, vous êtes aujourd'hui spécialisé dans le multimédia, dans le réseau, vous avez cette envie-là, mais peut-être que demain ça n'existera plus. Ou peut-être que demain ça sera différent. Et donc il faut toujours avoir effectivement cette curiosité et cette volonté, ce souhait d'apprendre. Et 1 heure par jour, c'est bien. Ça fait 5 heures par semaine, c'est pas énorme. Voilà, projet. Si on parlait de Bill Gates tout à l'heure, Bill Gates, bien qu'il ait un emploi du temps chargé, se réservait 1 semaine par an pour partir dans sa maison de vacances, tout seul, juste pour lire des livres. Donc juste pour apprendre. Et un autre point qui peut être important dans l'apprentissage, c'est pas juste vous êtes expert en informatique, vous apprenez que l'informatique. C'est vous ouvrez à pléthore de domaines. L'expérience client. De plus en plus, ce qu'on apprécie dans les entreprises, c'est des gens... Alors je parle pas des gens, parce que c'est un peu un rêve, qui ont une horizontalité extrêmement large, mais globalement, les Américains aiment bien parler de T-shape, ou de la forme en T. C'est d'avoir une spécialisation qui aura vocation à évoluer dans le temps, et un peu d'horizontalité pour être capable aussi de s'ouvrir. Parce que quand vous allez discuter avec un client demain, effectivement, vous allez le voir sur un sujet, mais il va aussi vous demander ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, dans votre monde pas très très loin. Donc avoir cette curiosité d'esprit et de passer du temps à apprendre. Alors que c'est moi qui ai le mot de la fin, je vais essayer d'être bref. Donc, écoutez, moi je résumerai en une phrase, si je devais donner ma bouteille à la mer vis-à-vis de lycéens ou d'étudiants, j'irais oublier tous ceux dont vous croyez, tous ceux en quoi vous croyez, oubliez-le, recommencez et n'ayez peur de rien. Ben merci.